Oui, amis téléspectateurs d'Amoun TV, bonsoir et bienvenue dans cette émission. Nous sommes encore heureux de vous retrouver encore nombreux pour suivre cette émission niveau économique. Je vous renouvelle encore mes vœux meilleurs pour la nouvelle année 2014. Merci d'avoir été nombreux à rester fidèles à Amen TV, mais aussi à l'émission Univers économique. Nous sommes là encore ce soir, c'est pour aborder un thème aussi important. Nous allons parler ce soir de l'économie verte. Vous le savez très bien, le monde entier est en train de traverser un moment assez difficile où toutes les économies du monde recherchent leur financement. À cela s'ajoute également le phénomène du changement climatique qui préoccupe beaucoup le pays du monde entier à cause de tout ce que nous connaissons aujourd'hui comme problème des chaleurs, des changements de climat partout qui perturbent un peu les prévisions. Voilà, c'est autour de ce thème important que nous allons essayer d'aborder cette émission de ce soir avec notre invité. La question principale dans cette émission sera celle de savoir qu'est-ce que l'économie verte, particulièrement pour ce qui concerne la RDC, peut apporter dans notre pays si vraiment ce secteur a été géré de manière efficiente et rationnelle. C'est un peu ça le thème de ce soir et je vous convie donc d'être là avec beaucoup d'attention pour suivre car ce thème intéresse tout le monde. Personne ne peut dire qu'il n'est pas intéressé par la situation de l'environnement, même aussi de l'économie verte dont nous allons parler. Et pour aborder ce thème, nous recevons sur ce plateau un spécialiste de la matière. C'est quelqu'un qui est déjà passé dans cette émission autrefois. Vous le connaissez déjà, mais je m'oblige aussi de vous le présenter encore une fois de plus. Il s'agit bien de M. Norbert Yamba. Monsieur Norbert, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être venu dans cette émission. Meilleur vœu. Meilleur vœu à votre émission, meilleur vœu à Amen TV, meilleur vœu à tous les Congolais qui pensent que le pays leur appartient et que les choses doivent fonctionner autrement pour que chacun trouve son compte. Je crois que c'est une année de détermination, d'engagement, de motivation pour que véritablement nous puissions nous approprier davantage de notre pays et qui aujourd'hui, malgré ses richesses, nous laisse vivre dans la pauvreté la plus abjecte. Voilà, merci beaucoup pour cette gentillesse, monsieur Norbert. Je rappelle que vous êtes un expert en développement durable. Vous êtes aussi un consultant des questions forestières auprès de la Banque mondiale, FAO et RED. Vous êtes également un ancien coordonnateur national de la gestion de l'environnement en Afrique centrale, ILB Union européenne. Vous avez été aussi un ancien directeur, plutôt coordonnateur national de la gestion des ressources nationales, IREM Isaïde. Ça ne s'arrête pas là. Vous avez aussi été un ancien directeur général de l'Institut d'études agronomiques INERA Mukumaï, membre du réseau mondial des sociodémocrates de la lutte contre le réchauffement climatique. Et vous êtes aussi un acteur de la société civile. Tout à fait. Ok, voilà. C'est donc avec vous qu'on va aborder cette grande question de l'économie verte dans le monde, mais aussi surtout dans notre pays, où il se pose encore beaucoup de problèmes de la gestion des ressources qui sont liées à ce secteur. Alors, d'abord, M. Norbert Mbamba, vous êtes spécialiste. Qu'est-ce que nos téléspectateurs qui nous suivent maintenant peuvent retenir d'abord de ce concept de l'économie verte? À quoi ça renvoie précisément? Merci Justin pour l'opportunité que vous m'offrez à ce début d'année pour que nous puissions parler d'un thème très intéressant, un thème utile, mais un thème qui visiblement préoccupe l'ensemble de l'humanité. Vous n'êtes pas sans ignorer que le monde aujourd'hui vit sous bonbonne. Vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, dans tous les coins et recoins du monde, les gens ne savent pas à quel sens se vouer. Tout simplement à cause des changements climatiques qui ont des effets sur la vie. Aujourd'hui, on assiste à des perturbations saisonnières. Même au niveau de l'agriculture, les calendriers ne sont plus respectés. Des endroits où il n'y avait pas des inondations, on y assiste.
Il y a des moments où on attend la saison sèche, mais c'est la saison de pluie qui continue. Les écosystèmes sont bouleversés. Les systèmes attrayant la vie connaissent des modifications et des perturbations énormes. Et cela, véritablement, pousse les humains à savoir pourquoi on est arrivé là. Mais on est arrivé là simplement parce qu'effectivement, l'économie a toujours été l'ouvrière de l'homme. Et pour avoir de l'économie, il faut moderniser l'agriculture, il faut avoir des industries, etc. Il faut améliorer le transport. Et dans beaucoup de pays qui se disent développés aujourd'hui, ça fait depuis le Xe siècle qu'ils utilisent l'industrialisation. Et vous savez que ça produit ce qu'on appelle des gaz à effet de serre. Il y a le soufre, il y a le carbone, etc. Et ces gaz se sont concentrés dans l'atmosphère. Aujourd'hui, nous sommes presque ligaturés comme on était dans une voiture hermétiquement fermée. La situation est très grave parce qu'effectivement, on annonce des menaces et des extinctions de certaines espèces. Et donc, cette situation grave pousse aujourd'hui les humains à se dire, mais qu'est-ce que nous faisons? Oui, on a besoin de l'économie, parce que c'est grâce à l'économie que nous pouvons satisfaire nos besoins. Mais quel type d'économie faut-il avoir aujourd'hui dès lors qu'il y a des menaces de changement climatique qui visiblement posent la problématique des changements au niveau de l'environnement? Et c'est comme ça que tout le monde s'est mis d'accord qu'il faut une économie verte. Une économie qui bien que l'État... C'est pas une économie à l'opposé d'une autre qui serait jaune ou... Non, il n'est pas question. Le vert ici suppose que c'est lié à l'environnement. Une économie qui protège l'environnement. Une économie décarbonisée. Cette économie qui produit des gaz à effet de serre. Il faut avoir une autre économie qui ne produit pas de gaz à effet de serre, mais qui permettent naturellement de maintenir et d'entretenir les systèmes entretenant la vie, de telle sorte que le monde se pérennise. Parce qu'à la ligne où vont les choses, si nous devons avoir une atmosphère complètement inondée de gaz à effet de serre, à ce moment-là, il y aura des répercussions sur la Terre, les espèces vont disparaître, comme aujourd'hui, il y a 27 000 espèces qui disparaissent, n'est-ce pas, chaque jour. Vous pouvez imaginer, et on vous dit même que la forêt disparaît en proportion de 13 millions d'hectares, tout simplement à cause des changements de saison, changements climatiques, etc. Alors maintenant, si aujourd'hui nous utilisons les véhicules où on utilise le carburant, et que le carburant produit ce qu'on appelle le gaz... Qu'est-ce qui est dû, qui est à la base précisément de ces phénomènes-là? Est-ce tout simplement l'activité de l'homme ou tout simplement les activités de l'industrialisation à travers le monde, précisément? Mais l'industrialisation est le fruit des activités de l'homme. C'est l'homme qui veut améliorer sa situation, c'est l'homme qui veut modeler la nature naturelle, c'est l'homme qui veut humaniser son environnement, mais l'homme arrive véritablement non seulement à satisfaire ses besoins, mais à modifier son environnement. Et lorsque l'environnement se modifie, à ce moment-là, il faut vous entendre à des perturbations. Et c'est ce qu'on est en train d'assister aujourd'hui. Si à Kinshasa, on ne peut peut-être pas beaucoup remarquer les choses, mais il faut aller à l'intérieur. Dans bien des endroits, on produit très peu. Au moment où l'on attend que la saison de pluie au mois de mars, vous allez voir que la saison sèche va continuer. Au moment où on attend la saison sèche, n'est-ce pas, au mois de mai, les pluies continuent. Et ça ne donne pas la possibilité à ceux qui véritablement font l'agriculture, à ceux qui ont des activités génératrices de revenus, de pouvoir véritablement systématiser et fidéliser leur activité. Cela a une très grande répercussion. C'est comme ça qu'il faut une économie verte. Vous savez, en juin 2012, il s'est organisé naturellement une très grande réunion à Rio de Janeiro où on a parlé essentiellement de l'économie verte. Oui, les changements climatiques, c'est une calamité, c'est une situation dramatique, mais on peut, au travers l'économie verte, constituer des opportunités qui nous permettent, malgré le changement climatique nous soit défavorable, que ces opportunités de lutte en ayant de vrais services environnementaux nous donnent la possibilité de pouvoir lutter aussi contre la pauvreté. Je vous donne par exemple un exemple. On vous dit que si on utilise le carburant, il y aura des gaz qui montent, qui s'installent et qui se consolident au niveau de l'atmosphère. Mais si l'on utilise par exemple le vent,
on appelle l'énergie éolienne, qui produisent de l'électricité. Cela vous évite naturellement d'avoir la concentration des gaz au niveau de l'atmosphère. Si on utilise par exemple les soleils avec le système photovoltaïque, les panneaux solaires, etc. Écoutez, cela ne vous permet pas de produire des gaz à effet de serre. Si par exemple on utilise le biogaz, dans un système, nous avons par exemple des feuilles qui constituent véritablement la biomasse, on peut produire de l'électricité, on peut produire des gaz. Ça, on évite véritablement d'avoir des gaz à effet de serre qui bloquent l'atmosphère et qui nous ligatirent, comme si nous étions dans une voiture hermétiquement fermée. Ce sont et donc, toutes ces opportunités permettent non seulement de lutter contre la pauvreté, mais aussi de résorber le chômage. Et c'est voilà, justement toute la problématique liée à l'importance aujourd'hui des changements climatiques que l'on est en train de positiver en termes d'opportunités pour arriver à avoir des activités économiques qui protègent l'environnement, mais qui nous donnent aussi la possibilité d'avoir des biens et des services qui satisfassent nos besoins, mais également qui nous donnent la possibilité d'avoir du travail. Et cela permet de maintenir la vie à l'état équilibré, au lieu d'avoir du désordre destructeur. Nous allons essayer ici, par rapport à ce que vous dites, de voir quelques secteurs plutôt qui sont en rapport direct avec l'économie verte. Voilà pourquoi je voudrais qu'on parle d'abord de la forêt. Ouais. Parce que c'est elle qui aide suffisamment à lutter contre ce réchauffement climatique. Notre pays, la RDC, c'est un pays qui dispose d'environ 170 millions d'hectares de forêts naturelles, qui représentent au moins 45% de la forêt équatoriale d'Afrique et 10% des réserves tropicales mondiales, ce qui fait d'elle le deuxième poumon écologique du monde après le Brésil. Et aujourd'hui, nous constatons par exemple que le forêt de la RDC ne lui sert pratiquement à rien. Avec un potentiel de production d'environ 6 millions de mètres cubes par an, aujourd'hui seulement 77 000 mètres cubes sont produites. Cette production est d'ailleurs exportée à l'étranger. Je voudrais d'abord vous demander pourquoi d'abord cette très faible production au niveau de l'exploitation forestière au Congo et qu'est-ce que l'on peut faire aujourd'hui pour que les forêts congolaises qui sont d'une grande importance puissent être bien gérées de manière à ce qu'elles puissent non seulement aider à la protection de l'environnement mais aussi puissent aussi bénéficier financièrement à notre pays. Merci beaucoup. Le diagnostic que vous faites, Justin, c'est un diagnostic réel. Réel, vous l'avez dit, nous avons 145 à 170 millions d'hectares de forêt. Nous avons un potentiel de 6 millions de mètres cubes par an. Et nous pouvons aller même à 10 millions de mètres cubes. Nous avons un potentiel de 500 millions de mètres cubes en termes de la densité forestière au pied de l'arbre, etc. Et donc, lorsqu'on regarde le revenu généré par nos forêts, il ne dépasse pas 0,7% dans le produit intérieur brut. Ce qui est un problème. J'ai participé à 2009 dans l'équipe qui a permis de faire le monitoring des différentes entreprises opérationnelles, entreprises forestières, pour savoir véritablement ce qui s'est passé. Mais je dois vous avouer que si aujourd'hui on n'est pas au-delà de 300 000 mètres cubes de bois lent, parce qu'il y a un problème. Il faut lire la loi sur le forêt. On va vous dire que la méthode pour savoir le volume de bois produit, elle est déclaratoire. C'est la bonne volonté des entreprises qui doivent, au terme de l'exploitation, dire que pour tel mois ou telle année, nous avons produit autant. Et c'est sur base de cette déclaration que l'entreprise est tenue de payer les taxes. Ça, c'est un problème. Et j'avais vu dans beaucoup de pays, on essaye d'identifier le volume de bois au pied de l'arbre. Sur base de ce que représente, n'est-ce pas,
les documents de base, le permis d'exploitation, il est écrit, il y a des croquis, etc., qui vous disent que voilà, on va exploiter tel plat, tel espace aura produit tel volume, etc. Mais on n'est pas vraiment préoccupé par rapport à cela. Et donc, il y a un problème réel, un problème au niveau de la vérité sur le nombre de bois exploités, parce que la méthode est fondamentalement déclaratoire. Les personnes qui sont habilitées à pouvoir suivre les exploitants forestiers sur les terrains, notamment les superviseurs de l'environnement, etc., il faut y aller. Ils sont placés plus dans les territoires. Ils n'ont pas de moyens de mobilité. Ils n'ont pas de moyens de fonctionnement. Lorsqu'ils quittent les territoires pour aller dans les liens d'exploitation, d'abord ils trouvent celui qui est censé être le gérant de l'entreprise, il l'appelle patron. Et pourtant, c'est le superviseur qui représente le ministre de l'Environnement à l'échelon administratif concerné qui est patron. Mais lui, il appelle le gérant patron parce qu'il sera reçu par le gérant, il sera logé par le gérant, les primes lui seront données par le gérant. Et les déplacements sur le terrain devra se faire aux frais de l'entreprise, etc. Comment allez-vous? L'État lui-même ne prend pas en charge. Non, l'État ne prend pas en charge, mais il faut le voir, là où il travaille. Quelqu'un peut être dans un espace où on exploite le bois, etc., mais il n'a même pas une table. Il n'a même pas une table. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, les différentes taxes qui sont payées. Vous avez les taxes des reboisements, vous avez les taxes, les redevances proportionnelles, vous avez les taxes des superficies, etc. Ces taxes sont reparties, soit au niveau du gouvernement central, soit au niveau de la province. Et quand ces taxes arrivent en destination, on ne voit pas très concrètement quel est le niveau de contribution au niveau, n'est-ce pas, du budget de la République. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que cet argent est volatilisé. On va en parler. Aujourd'hui, il existe ce qu'on appelle le fonds de reconstitution du capital forestier. Parce que quand on coupe, il faut reconstituer, il faut replanter, oui, c'est ce qui est stipulé dans le code forestier, justement. À l'article 52, il est écrit ceci, que tout déboisement doit être récompensé par un reboisement. Et cela n'est pas respecté, semble-t-il, par les exploitants. Non, attention. Lorsqu'on veut mettre en place un état de droit, il faut être juste. L'exploitant forestier paye la taxe. C'est très important. Donc c'est l'État qui devrait reboiser. Mais il existe un fonds de reboisement. L'État a aussi l'obligation de reboiser. Il y a même une direction de reboisement au niveau du ministère de l'Environnement. Il en existe. Alors maintenant, ce fonds-là, je m'excuse beaucoup, oui. Ce fonds-là, bon écoute, il est volatilisé. Il est volatilisé. Je ne vois pas ce fonds-là apparaître dans le budget de la République. Il n'y a pas que ça, il y a pas mal de budgets, il y a pas mal de taxes. Et puis aujourd'hui, nous avons été à la base d'une étude en 2006 ou 2005 avec le bureau CIRAD, etc. à l'époque. On devrait photographier, scanner la situation forestière dans notre pays. Il a été démontré qu'il y avait 170 taxes de la production de l'arbre jusqu'à l'exportation. 170 taxes. Mais c'est de la succès, c'est du terrorisme fiscal. Et vous poussez les opérateurs économiques qui sont intéressés sur la question de pouvoir se rebuffer. 170 taxes. 170 taxes. C'est énorme quand même. C'est énorme. C'est du terrorisme. Et alors maintenant, ces gens-là, comment on arrive à répartir cela? Ces gens-là, au lieu de payer ces taxes-là, cherchent des voies détournées. Soit ils s'entendent avec les agents qui sont placés pour récolter cet argent, soit ils cherchent d'autres voies à minorer la déclaration ou le volume du bois exploité, etc. Et au-delà de cela, la gouvernance elle-même, la gouvernance forestière, ça pose problème. Il arrive de fois où les agents aussi s'entendent pour minorer, déterminer les statistiques qui ne sont pas fondées. Et il faut voir, à l'époque Mobutu, il y avait 180 sociétés forestières. On n'a pas dépassé 1% de ce qui représente le produit intérieur brut par rapport à cette histoire. Aujourd'hui, c'est la même chose. Nous sommes à plus de 80 sociétés qui ont des contrats de concession forestière aujourd'hui. Et vous voyez chaque jour le bois quitter Kinshasa vers Matadi pour l'Europe. Et vous savez qu'il y a une grime de bois au port d'Anvers. J'ai eu à vérifier parce que j'ai travaillé comme consultant. J'ai fait ce monitoring
au port d'exportation, d'arrivée. C'est 10 000 euros par gramme de 150 cm. 10 000 euros. Aujourd'hui, sur place à Kinshasa. Ici, à combien ils achètent ça, les exportateurs? Oh là là, mais les exportateurs, je suis allé dans un endroit, dans un district ici, où j'ai trouvé quand même un exportateur qui avait 195 grimmes, 195 000 grimmes, et qui a donné simplement aux populations riveraines 200 dollars à l'époque. C'était 90 000 parce que les dollars représentaient 45 000 francs. Sans hôpital, sans route, etc. Donc on est dans une situation où, parce que ce secteur-là n'intéresse pas beaucoup les dirigeants plus veulent vivre dans la cueillette, c'est-à-dire tout de suite on va avoir l'argent. Quelqu'un qui gagne des millions de dollars et lorsqu'il donne 50 000 dollars à un agent de l'État ou je ne sais pas, tel ou tel dirigeant, etc., on croit qu'on a donné beaucoup d'argent. On ne se fie pas véritablement au travail qui a été fait. Il y a même des entreprises forestières aujourd'hui qui sont des entreprises mixtes. Il faut voir quelle est la quotité qui est remise à l'État. Ça, c'est un problème. Il y a même des fondeurs du pouvoir dans ces entreprises-là qui représentent l'État et qui auraient pu faire véritablement un rapport conséquent. Personne ne le fait. Donc, le Congo devient comme un État, curieusement, orphelin. Parce que vous l'avez dit, et on va peut-être l'analyser, le Brésil aujourd'hui, en Amérique latine. Le Brésil, c'est le premier poumon avec le bassin d'Amazonie. Nous sommes le deuxième bassin du Congo. Sur les 235 millions d'hectares de forêt, nous avons au moins 145 millions d'hectares de forêt. Et donc, même sur le plan de la réalité, on serait le pays le plus développé par rapport à la problématique aujourd'hui de l'importance de la forêt pour séquestrer le carbone, qui constitue véritablement l'un des gaz à effet de serre qui pose problème au niveau du changement climatique. Mais aujourd'hui, nous ne gagnons rien. Je me rappelle bien en 2009, le colonel Kadhafi, paix à son âme, avait invité les différents chefs d'État avant que l'on puisse aller, n'est-ce pas, au sommet de Copenhague. Et les gens devraient discuter combien d'argent il faut demander à ceux qui ont pollué l'atmosphère. Naturellement, les pays industrialisés. Il a été demandé 67 milliards de dollars. C'était un consensus dégagé entre les différents chefs d'État. Est-ce qu'ils ont payé ça? Non, ça n'a jamais été pris en considération. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que la capacité de négociation, la capacité de pouvoir influer les déshydratants de l'Afrique, écoutez, est très marginale par rapport à la décision, à la gouvernance mondiale. Ça, c'est un problème. Et si l'Afrique doit demander 67 milliards, il faut qu'on se pose la question, parce qu'au niveau de l'Afrique, le Congo, c'est la moitié de la forêt africaine. Alors le Congo, et donc là, le Congo ne savait pas, je me suis beaucoup, le Congo ne savait pas combien d'argent lui revenait, même si cet argent devrait être déboursé aux Africains. Ils ne savaient pas parce que le travail n'a pas été fait en amont. Je me rappelle bien à l'époque. Des spécialistes en la matière. Je me rappelle à l'époque. Non, c'est un problème de concentration et d'engagement, un problème de vision, un problème de transformation de la société et des objectifs que l'on se fixe pour arriver à matérialiser ce qu'on veut. Il me semble qu'il y a carence et ça constitue un défi. Je me rappelle bien à l'époque, le ministre qui était là exigeait, j'avais suivi l'interview, 1,5 milliard de dollars pour qu'on nous paye en termes de compensation. Oui. Il a fait une déclaration, mais il n'a pas eu de stratégie pour suivre cela. Encore qu'1,5 milliard, ça ne représente rien en termes de participation du Congo à la régulation planétaire. Et tout cela exige naturellement qu'on y mette des stratégies efficaces, agissantes, en alliance avec d'autres partenaires qui voient de la même chose que nous, qui ont des intérêts croisés avec nous et qui peuvent véritablement arriver à pouvoir induire le monde, à pouvoir comprendre qu'il y avait quand même une nécessité de pouvoir intervenir pour nos pays. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit, écoutez, la forêt est très importante, il ne faut pas l'abîmer parce que ça permet de séquestrer le carbone qui constitue véritablement des gaz à effet de serre et qui, aujourd'hui, provoque des perturbations. Ok, mais si cela est reconnu, mais Kyoto vous dit, écoutez, nous ne nous intéressons pas de la forêt naturelle. Mais il va falloir qu'au niveau des Africains,
de plus forte raison au niveau du bassin du Congo, parce que c'est le deuxième puits écologique. Qu'on mette en place des réflexions. Aujourd'hui, les quelques rares ateliers ou séminaires qui sont réalisés, je ne sais pas, comme rencontres ou colloques, ce sont les Occidentaux qui financent ça. Or, ce sont les Occidentaux qui sont des bailleurs, des pollueurs, etc. C'est l'illogisme. Vous voulez vous libérer et vous vous référez à celui qui vous ligature, qui vous ligote, pour que lui finance votre développement. Mais donc, il se pose un problème sérieux de la gestion de ce secteur forestier. La première raison, c'est d'abord la multiplicité des taxes, comme vous l'avez dit, 170, c'est beaucoup, c'est énorme. Et aussi la non prise en charge de l'État, de ces agents qui sont sur place dans des forêts pour assurer une bonne gestion des activités. Il y a aussi un ONG, Eco-Congo, c'est un ONG basé en Belgique, qui a écrit sur Internet, qui a déclaré que le Congo a une grande potentialité forestière et agricole, mais la population congolaise vit dans une pauvreté absolue. Et cette ONG a fait remarquer même aussi que les populations autochtones ne sont pas impliquées dans la gestion des forêts. Au point, par exemple, que toutes les ressources forestières qui s'obtiennent là-bas sont transférées ici dans la capitale et ils attendent des rétrocessions qui ne viennent jamais. Ce qui fait que, comme vous l'avez dit, on peut les présenter $200 pour prendre je ne sais pas quelle quantité de bois et ils cèdent facilement parce qu'ils ne se sentent pas impliqués dans la gestion des forêts. Est-ce que vous pouvez aussi confirmer ce point de vue de cette ONG? Vous savez, cher Justin, dans cette histoire, lorsqu'on veut mettre en place un état de droit, il faut savoir sauvegarder les intérêts de tout le monde. Exactement. Il n'est pas dit que parce qu'on est exploitant forestier et qu'on doit être victimisé. Ou on n'est pas dit parce qu'on est une population et que telle est l'administration forestière ou l'État, c'est elle qui doit s'imposer sur tout le monde. Non. Parce que si on a la forêt, si on n'a pas des exploitants, ben écoutez, on n'aura rien dans ces domaines-là. Et il en est de même, si on est l'État et qu'il y a une forêt, s'il n'y a pas de protecteurs ou de gardiens de la population, et donc cette forêt risquerait véritablement de se volatiliser. Et donc on a intérêt de prendre des mesures qui permettent... Qui peut protéger tout le monde. Tout le monde, c'est très important. Bon, la problématique, je crois que le code forestier est très clair par rapport à ça. Il a été dit qu'il faut des redevances, oui. Qu'il faut rétrocéder, n'est-ce pas, au niveau des provinces, de provenance de bois. Et il faut 15% au niveau des entités locales de provenance de bois. Aujourd'hui, la situation, elle est restée à l'état zéro. Parce qu'effectivement, si on peut constater qu'il peut y avoir des rétrocessions, encore quelles rétrocessions, c'est très marginal, qui arrivent au niveau des provinces, écoutez, les provinces ne rétrocèdent pas au niveau des entités locales. La société civile forestière du Congo s'est battue avec des partenaires internationaux pour que dans les normes d'application, on essaie de prendre en considération le paiement de ce que représente, n'est-ce pas, les besoins des entités locales. Entre-temps, il faut qu'on sache que le fait même de demander aux exploitants forestiers d'aller construire des écoles, d'aller construire des centres de santé, qui du reste relèvent des prérogatives de l'État. Vous savez, l'article 89, n'est-ce pas, du Code forestier, qui voudrait qu'on puisse justement mettre en place des infrastructures socio-économiques au niveau des entités de provenance de bois. Là aussi, c'est un problème, parce que l'État a un budget, et l'État, à travers ces budgets-là, avec les revenus générés par rapport à ce secteur, a l'obligation de pouvoir faire une sorte de repartition. Donc l'État, au lieu de faire son travail, demande un travail de substitution, alors fait payer les opérateurs économiques, les exploitants, 2 fois. Ils payent les taxes. Donc, ils payent les taxes, les impôts. Et on lui demande de faire ça. Moi, j'étais à l'Équateur, je pense, je ne sais pas, 2005 ou 2006, on arrive dans un village, et il y a un exploitant forestier, je ne peux pas jeter le nom, et le village demande à cet exploitant d'amener l'eau, faire un canal d'amener du lac vers le village. Ça coûterait combien d'argent? Vous voyez, c'est un problème. Aujourd'hui, je salue
les efforts qui sont Et réalisés. s'ils peuvent le faire en compensation, donc au lieu de payer des taxes et des impôts, on fait des calculs, on fait des compensations.